Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu de votre émission ce soir, mesures de la CNSS en faveur des entreprises et le business du sport en ligne ou e-sport. Tout d'abord, jeudi, le Conseil de gouvernement a approuvé un décret-loi relatif à la mise en place de mesures exceptionnelles au profit de certains employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, et de leurs employés déclarés, ainsi qu'au profit de certaines catégories de travailleurs indépendants et de personnes non salariées assurées, bien sûr, auprès de la même caisse et affectées par les conséquences de la propagation de la pandémie de la Covid-19. Nous ferons donc le point avec Omar Souabni, directeur pôle réseau à la CNSS. Il sera aussi question des indemnisations en faveur des guides touristiques ainsi que des déclarations des travailleurs de maison. Sans transition, en seconde partie de Questions Éco, nous parlerons sport en ligne ou e-sport, une industrie dont le chiffre d'affaires est en croissance constante et exponentielle dans le monde. Qu'en est-il du Maroc? Réponse en compagnie de Karim Moubarik, gamer et directeur général cofondateur d'une agence spécialisée dans l'organisation d'événements d'e-sport. Bienvenue à tous. C'est une bonne nouvelle donc pour les entreprises en difficulté. Certaines pourraient bénéficier d'une amnistie sur les pénalités de retard et majoration relatives aux cotisations sociales. La mesure annoncée au mois de juin dernier vient d'être actée par les ministres des Finances et du Travail. Les détails avec Ala Benani. L'amnistie sur les majorations de retard a été actée. Elle concerne la période juin 2020 et antérieure. Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises affectées par la pandémie sont tenues de payer l'intégralité du montant principal de la créance, ou sinon recourir à des facilités de paiement pouvant s'étaler jusqu'à 60 mois. Par ailleurs, la CNSS rappelle à l'ensemble de ses affiliés, débiteurs et non concernés par la décision précitée qu'ils peuvent bénéficier d'une remise partielle de l'exercice 2016 et antérieure. Le taux de cette remise varie en fonction de la durée de paiement choisie, entre 30% et 90%. Sont aussi concernées par l'amnistie les entreprises dont le chiffre d'affaires a baissé d'au moins 50% et qui emploient au plus 500 salariés déclarés en arrêt d'activité. Idem pour les établissements dont la baisse du chiffre d'affaires varie entre 25 et 50% et dont les dossiers ont été validés par la Commission. Pour souscrire à ces mesures, la CNSS a mis à disposition de l'employeur affilié le portail damancom.ma/recouvrement. Et avec nous depuis le siège de la CNSS à Casablanca, Omar Souabni, directeur pôle réseau à la CNSS. Bonsoir Omar Souabni. Bonsoir. Alors sur la base, bien sûr, des informations que l'on vient de suivre, pouvez-vous peut-être apporter des informations complémentaires au sujet de ces majorations et de ces amnisties sur les pénalités de retard? Oui, effectivement, il s'agit donc de l'application de deux mesures qui sont importantes et qui ont été prises dans le cadre d'accompagnement des entreprises, surtout qui sont en difficulté et qui sont impactées par la crise coronavirus. Donc, la première décision, qui est décision ministérielle numéro 4/2020, il concerne l'exonération totale, et ça, c'est une mesure exceptionnelle, ça n'a jamais été fait par le passé, c'est une exonération totale des majorations de retard, astreintes et frais de recouvrement relatifs aux créances des périodes liées à juin 2020 et antérieures. Et bien sûr, cette mesure, ça concerne soit le paiement immédiat, soit un échelonnement qui peut atteindre 60 mois. Et la deuxième décision, c'est une décision ministérielle aussi, donc c'est numéro 2/2020, qui est entrée en vigueur là aussi à partir de juillet 2020 et qui concerne les entreprises qui n'ont pas bénéficié de la première mesure. Ils ont la possibilité de bénéficier de la deuxième mesure, bien sûr, et s'ils ont des créances qui sont antérieures, c'est-à-dire des créances relatives à 2016 et les périodes antérieures. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une exonération totale, c'est une exonération partielle qui varie entre 30 et 90%. Et les facilités de paiement peuvent s'étaler jusqu'à 42 mois. Très bien. Alors, qui sont ces entreprises? Ou en tout cas, quels sont les critères d'éligibilité pour que les entreprises puissent profiter de toutes ces mesures que vous venez de détailler? Pour la première mesure, qui concerne l'exonération totale pour les créances juin 2020 et antérieures, ça concerne toutes les entreprises qui sont en difficulté et qui sont impactées par
la crise sanitaire au sens de la loi 25-20, parce que cette loi-là, c'est elle qui définit quelles sont les conditions qui devraient être remplies par une entreprise pour qu'elle soit considérée en difficulté à cause de la crise sanitaire. Et vous l'avez donc mentionné, c'est des secteurs et bien sûr, ces secteurs, pour que les entreprises qui appartiennent à ces secteurs, il faut qu'ils enregistrent une baisse du chiffre d'affaires. Et ça a été dit, il faut que cette baisse soit au minimum soit supérieur ou égal à 25%, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui est constaté durant cette période comparé au chiffre d'affaires de la même période de l'année passée. Donc, il devrait normalement enregistrer ce niveau de baisse. Et toutes ces entreprises-là, il y a une bonne partie qui a bénéficié de l'indemnité forfaitaire au profit de leurs salariés. Donc, on les connaît très bien. Donc, mais il y a certaines entreprises qui n'ont pas bénéficié de ces indemnités-là et qui peuvent aussi prétendre à cette mesure, moyennant le portail qu'on a mis à leur disposition, bien sûr. La deuxième mesure, bien sûr, ça concerne toutes les autres entreprises. Ceux qui n'ont pas bénéficié ou n'ont pas la possibilité de bénéficier de la première mesure, ils peuvent bénéficier de la deuxième mesure, mais cette fois-ci, c'est pour les créances qui sont relatives aux périodes 2016 et antérieures. Et là, c'est, comme je l'ai dit, c'est une exonération partielle qui va de 30 à 90% en fonction de délai de paiement du principal de la créance. Oui, mais qu'en est-il? Parce que bien sûr, comme ce qui est le cas pour les indemnisations pour les employés affiliés à la CNSS, certaines entreprises ont malheureusement eu recours à certaines pratiques pas très justes en tout cas, et qui consistaient par exemple à se déclarer en arrêt total d'activité, sachant que ce n'était pas totalement le cas. Quid d'ailleurs pour plutôt des entreprises qui déclareraient un chiffre d'affaires bien inférieur à celui qu'elles enregistrent réellement et donc peuvent aussi souscrire à ce programme. Est-ce que vous avez prévu au niveau de la CNSS des contrôles dans ce sens? Comme je l'ai dit, parce que j'ai dit, c'est les entreprises qui sont en difficulté et la loi 25-20 a défini qu'est-ce qu'on entend par une entreprise en difficulté. Et cette loi, il y a un décret d'application qui précise quels sont les moyens de contrôle qui vont être mis en œuvre. Et on sait très bien que toutes les données concernant le chiffre d'affaires et la baisse du chiffre d'affaires, ce sont nos collègues de la Direction générale des impôts qui disposent de ces données-là, et c'est eux qui vont procéder à la vérification de la sincérité de la déclaration faite par ces entreprises. Très bien. Passons à présent à un autre sujet. Encore une fois, qui concerne cette fois-ci pas des entreprises, mais des personnes physiques, et notamment des métiers qui ne pouvaient pas justement souscrire à ces aides avant. Il s'agit notamment des guides touristiques. Alors parlez-nous justement de cette opération qui concerne l'indemnisation des guides touristiques ainsi que les critères d'éligibilité pour celles-ci. Bien sûr, les guides touristiques, comme vous le savez, il y a deux catégories. Il y a la catégorie qui ont le statut de salarié. Et là, cette catégorie-là, ils ont déjà commencé à bénéficier donc, de cette indemnité-là dans le cadre de la déclaration qui est faite par l'entreprise qui les emploie. Et donc, on a déjà payé le mois 7, 8, 9 et le mois 10. Et donc, c'est une chose qui a été mise en œuvre. Par contre, il y a la catégorie des guides touristiques qui ont le statut de non-salarié, c'est-à-dire qu'ils travaillent pour leur propre compte. Donc, on vient de démarrer la mesure qui consiste à collecter leurs déclarations pour pouvoir formuler leur demande de bénéfice de l'indemnité forfaitaire. Et le portail, il est ouvert depuis, donc on a dédié à cette opération, il est ouvert depuis le 8 de ce mois-là, et il va rester ouvert jusqu'à le 15. Donc pendant cette période-là, il faut que tous les guides touristiques qui ont le statut de travail avant le 15 novembre, bien sûr, à minuit, avant minuit. D'accord. Donc il faut qu'ils déclarent ou formulent leur demande au niveau du portail. Et parallèlement, une fois ils ont formulé leur demande de bénéfice de l'indemnité, pour qu'ils puissent bénéficier effectivement de cette indemnité, il faut qu'ils aillent aux agences CNSS déposer leur dossier d'immatriculation pour pouvoir être considérés comme un assuré
auprès de la CNSS dans le cadre du régime des travailleurs non salariés. Après cette opération donc d'enregistrement au niveau des agences CNSS, bien sûr, ils vont recevoir leur indemnité qui concerne bien sûr le mois 7, 8, 9, le mois 10, bien sûr. Ils vont bénéficier d'une indemnité de 2000 dirhams, mais pour le mois 11, on va leur déduire les cotisations donc, qui vont être payés au titre de leur couverture médicale dans le cadre du régime des travailleurs non salariés. Et leur nombre, donc, qu'on a reçu du ministère du Tourisme, donc, ça avoisine les 2000 à 2500 personnes, et dont une partie bénéficie déjà d'un régime d'assurance maladie et qui ne sont pas concernés par cette opération. Alors, passons à présent à ce dossier de déclaration des employés de maison. Où en est la CNSS dans cette stratégie de déclaration de ces travailleurs? Et surtout, compte tenu du faible chiffre qui a été enregistré depuis l'annonce de ces mesures-là, que comptez-vous faire pour justement qu'il y ait plus de déclarations? Donc, ce qu'il faut rappeler, c'est que l'extension de la couverture sociale et médicale aux employés de maison est entrée en vigueur le 3/6/2019, mais d'une manière facultative. Donc, le décret d'application qui a été publié pour acter cette extension a donné aux employeurs de maison un délai d'une année donc, pour se conformer à cette disposition et pouvoir déclarer bien sûr leurs employés auprès de la CNSS afin de les faire bénéficier de la couverture sociale. Donc l'obligation a commencé à partir du mois 6 2020 et jusqu'à présent nous avons enregistré un nombre de 2191 employeurs qui ont donc régularisé leur situation, donc y ont déclaré leurs employés de maison auprès de la CNSS. Donc, le nombre des employés déclarés jusqu'à présent, c'est 2772. Mais ce qu'il faut rappeler là aussi, c'est que la CNSS, quand est-ce qu'elle intervient? C'est après la conclusion du contrat. Parce que d'après la loi qui définit la relation entre l'employé et l'employeur de maison, il faut que cette relation soit concrétisée par un contrat de travail. Et après la conclusion du contrat, il faut qu'il soit déposé auprès de la CNSS pour pouvoir procéder à la déclaration des employés de maison. Donc jusqu'à présent, tous les contrats qui sont conclus ont été, on les retrouve au niveau de la déclaration vis-à-vis de la CNSS. Maintenant, le problème se pose par rapport à ceux qui emploient des employés de maison, mais qui n'ont pas encore conclu ce contrat. Et c'est là où le travail doit se faire d'une manière collective. Donc, ce n'est pas la CNSS, mais c'est au niveau du ministère du Travail, d'insertion professionnelle, c'est aussi au niveau des instances qui sont chargées de s'assurer de l'application de la loi qui oblige les employeurs de maison à contracter un contrat pour leurs employés de maison. Mais la CNSS fait aussi de la sensibilisation dans ce sens, n'est-ce pas? Et aussi, je voudrais aussi, pour qu'on termine brièvement, Omar Souabni, sensibilisation, mais aussi contrôle pour les régularisations, soit-elle pour les employés de maison ou autres employés dans d'autres secteurs, pour la régularisation de leur situation en couverture sociale et médicale. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Donc nous, pour l'instant, on met l'accent sur les contrats qui sont conclus, qui ne sont pas et qui n'ont pas donné suite à des déclarations. C'est là où on travaille en coopération avec le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle. Mais parallèlement, comme vous l'avez dit, nous faisons des actions de sensibilisation avec les employeurs, mais aussi avec les associations qui cadrent les employés de maison pour pouvoir les sensibiliser sur l'intérêt de cette couverture et les impacts positifs que peut avoir sur leur vie quotidienne. Merci beaucoup, Omar Souabni, directeur pôle réseau à la CNSS, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, madame. Passons à présent à la seconde partie de Questions Éco.
Sans transition, le business du sport en ligne ou e-sport est en plein essor. Il est d'ailleurs de plus en plus florissant alors que le sport conventionnel ou physique est paralysé, lui, par bien sûr la pandémie. Les chiffres de l'e-sport dans le monde avec Ala Benani. Mis au tapis par la pandémie, le sport conventionnel cède du terrain au e-sport. Depuis que le monde entier est confiné, les chiffres du e-sport explosent. Selon les analystes, avec la Covid-19, le e-sport a connu une augmentation de 40% dans de nombreux pays comme l'Angleterre ou les États-Unis. En France, 51% des gamers optent pour les jeux sur mobile, loin des pays asiatiques comme la Thaïlande avec 82% de gamers et en retard sur l'Angleterre qui compte 67% de gamers. Les recettes mondiales du e-sport ont atteint le milliard de dollars en 2020 et s'établiront à 1,6 milliard de dollars en 2023, alors qu'elles n'étaient que de 696 millions en 2017. Dans l'e-sport, c'est de loin les droits médiatiques et parrainages de marques qui devraient attirer le plus d'argent en 2020, avec près de 823 millions de dollars, soit une hausse de 17%. En Afrique, l'e-sport ne représente que 3% du marché global, mais de plus en plus de compétitions sont organisées en ligne dans la zone MENA. En ce qui concerne le Maroc, la tendance se confirme aussi avec plus de 1 million de joueurs actifs et les recettes avoisinent les 140 millions de dollars en 2020. Et avec nous depuis Casablanca, Karim Moubarik, DG, directeur général et cofondateur d'une agence spécialisée dans l'organisation d'événements d'e-sport. Bonsoir Karim Moubarik. Bonsoir madame et merci pour l'invitation et surtout merci d'avoir braqué un petit peu les lumières un petit peu sur cette industrie qui est florissante et qui est naissante au Maroc. Encore une fois, merci. Merci à vous d'accepter notre invitation. Alors, justement, parlons de cette industrie. Qu'est-ce que le e-sport aujourd'hui ? Pour rapprocher justement nos téléspectateurs un peu plus de ce sport. En fait, le e-sport, c'est une pratique de compétition à un niveau professionnel. Et pour donner une idée un petit peu plus générale et une métaphore, on va dire que si on prend le sport, on prend le football par exemple, c'est la même chose, mais c'est virtualisé. C'est-à-dire qu'il y a maintenant il y a des compétitions, il y a des équipes qui jouent, qui sont formés, qui participent à des compétitions à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale. Maintenant, il y a des championnats du monde. Et bien sûr, comme vous avez très bien cité dans votre intervention tout à l'heure, les chiffres et les gains sont devenus faramineux, surtout en 2017, 2018 et 2020, bien sûr. Vous êtes vous-même un gamer, n'est-ce pas, Karim Moubarik ? Quel est le profil d'un gamer marocain, pour le coup, type ? Est-ce que déjà il y a un profil type du gamer marocain ? Au fait, effectivement, moi je suis un gamer depuis l'âge de 8 ans. Et c'est de là que est venue l'idée d'allier un petit peu ma passion avec ma profession. Et le profil type d'un joueur marocain, il se décompose en trois catégories. Il y a le joueur lambda qui joue chez lui, c'est-à-dire le monsieur tout le monde ou madame tout le monde, ou qui joue chez eux, qui joue pour le plaisir, pour le fun. Il y a aussi, on va dire, le gamer qui joue pour le ranking, c'est-à-dire pour lui-même, pour arriver à des scores. Et là, il y a bien sûr le pro gamer qui joue pour le ranking et surtout pour participer à des événements qui soient nationaux ou internationaux. Très bien. Alors, tout à l'heure, on évoquait les chiffres du business du e-sport dans le monde. Qu'en est-il pour notre région, MENA, Middle East and North Africa, enfin en tout cas le Moyen-Orient et Afrique du Nord? Au fait, c'est la plus grande surprise par rapport à l'industrie de l'e-sport, parce que l'industrie au MENA, je vais vous donner des chiffres qui vont vous surprendre un petit peu. Si la croissance de l'écosystème, ou plutôt de l'industrie de l'e-sport ou du gaming, elle a augmenté, c'est pratiquement grâce à la région MENA, avec une croissance de 25%. La seule région MENA, elle a enregistré 2 fois le taux de croissance de la Chine et 6 fois le taux de croissance de l'Amérique du Nord. Et maintenant, le MENA est le marché de jeu à la croissance la plus rapide du monde en jeu et en e-sport. Et franchement, le nombre de gamers, il a explosé. Et c'est notamment grâce, parce que si on prend un petit peu l'e-sport, il se joue sur 3 plateformes. Bien sûr, il y a le PC, il y a le console et il y a le mobile.
Et c'est grâce au mobile qu'il y a une explosion dans la région MENA. Donc, le mobile, il prend la part du viande à 47% par rapport à l'industrie. Et c'est 587 millions de joueurs qui sont de l'Afrique du Nord au Moyen-Orient. Alors, autant de chiffres, une évolution assez impressionnante, mais qu'en est-il de la structuration du e-sport en tant qu'industrie dans cette région, et notamment au Maroc, à travers bien sûr l'organisation de compétitions, mais en tout cas à travers aussi la création de valeur? Au fait, la tendance, elle a commencé, on revient toujours au MENA, la tendance, elle a commencé au MENA parce que vu la croissance, tous les constructeurs, tous les éditeurs, ils se sont implantés au MENA. Donc, automatiquement, ça a donné, le plus que ça a donné ces 3 dernières années, c'est que plusieurs éditeurs, ils ont arabisé leur jeu, et ils ont vraiment arabisé leur jeu pour toucher un petit peu cette population. Ça a marché au MENA, mais cette vague va arriver à l'Afrique du Nord. Maintenant, c'est arrivé en Égypte, mais maintenant, ça va arriver. Ça va arriver. Maintenant, je félicite nos frères tunisiens par la création de la première fédération tunisienne de sport électronique. Par rapport au Maroc, maintenant, il y a une grande structuration et j'aimerais féliciter un opérateur télécom qui a organisé pendant 3 ans, des compétitions qui sont en ligne, en physique. Ces compétitions, c'est eux qui ont donné de l'espoir et surtout qui ont donné un but aux gamers marocains. À titre d'information, je veux revenir un petit peu sur la question de qui est le gamer marocain. Moi, je dis que le gamer marocain, c'est un débrouillard vu la rareté du matériel du matériel gaming au Maroc, vu la distance lointaine des serveurs pour se connecter, pour jouer à des compétitions internationales, vu la lointaine des distances, on n'est pas avantagé, donc on joue avec un handicap. Et malgré ça, on a des champions qui se sont manifestés. Dernièrement, là, j'ai parlé de 2 équipes qui ont marqué l'histoire un petit peu cette année. C'est TBL et Fox Gaming qui ont participé à des événements internationaux dans la région MENA et ils se sont placés parmi les premiers. Et je citerai aussi de mémoire un certain Ardouane Dadi à Freezer. C'est un Marocain qui a représenté le Maroc dans une compétition, c'est le Neo Geo World, la Coupe du monde de jeux de fighting, et il a été classé dans le top 5. Donc au Maroc, je vais résumer la chose. La demande, elle existe, mais l'offre, elle peine un petit peu à suivre un petit peu l'offre, à la demande. Alors justement, qu'appelez-vous offre et qu'appelez-vous demande? Est-ce que c'est l'organisation, bien sûr, de compétitions sur le sol marocain, en tout cas par des Marocains, ou ici il s'agit, vous avez parlé du gamer marocain en tant que débrouillard, parce que justement c'était difficile de suivre la tendance au vu de ce dont il dispose comme outil, n'est-ce pas? Oui, voilà. Donc ou peut-être même parlons solutions et soyons orientés avenir et positif. Comment réduire ce gap entre l'offre et la demande pour qu'on ait vraiment une industrie de e-sport bien établie chez nous au Maroc, avec bien sûr une création de valeur et avec bien sûr un positionnement mondial important? Déjà, on est très positif parce que depuis 3 ans, il y a eu l'émergence de plusieurs structures au Maroc qui sont dans l'organisation pure d'événements, que ce soit physique ou en live. On a vu des événements récurrents. On a vu la naissance d'équipes qui se sont structurées et qui commencent à participer en ligne à des événements à l'international. Maintenant, ce qu'il faut, il faut vraiment une synergie entre toutes les structures. Il faut aussi de plus en plus d'agences ou de boîtes qui peuvent gérer, moi je parle surtout en termes événementiels, qui peuvent gérer des événements physiquement, parce que dans l'e-sport, c'est vrai qu'il y a une technicité pour la gestion d'un événement e-sport, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la partie technique. Donc, si on allie les deux, et comme vous savez, le Maroc, c'est un terre d'événementiel, donc si on allie les deux, on peut aller pour mieux. Et pour étoffer un petit peu le tout, c'est que pour le Marocain, il faut vraiment une accessibilité un petit peu au matériel. Il y a plus de marques qui rentrent au Maroc. Il y a
il ne faut pas oublier que une chose qui est très importante que j'aimerais souligner, on a une des meilleures infrastructures Internet en Afrique. Très bien. Et il faut qu'on en profite. Et capitaliser sur les acquis déjà, n'est-ce pas? Rapidement, exactement. en 2 mots, un mot pour finir, Karim Moubarak. Un mot, écoutez, nous on est moi je vais enlever la casquette de l'entrepreneur et je vais parler en tant que gamer. Moi, mon souhait, c'est de voir de plus en plus de compétitions qui s'organisent au Maroc et surtout avoir le Maroc comme avoir des étapes internationales qui se jouent au Maroc. Parce qu'on a un vivier, on a une pépinière de vrais pro-gamers qu'il faut exploiter et qu'il ne faut pas oublier que c'est les futurs athlètes de demain. Autre chose qui est très importante, quand je dis que c'est les futurs athlètes de demain, il y a 2 jeux qui sont homologués par les Jeux Olympiques. Malheureusement, s'il n'y avait pas la pandémie, il y aurait eu l'ouverture avec 2 jeux e-sport dans les Jeux Olympiques. Et là, maintenant, il faut vraiment qu'on prépare les futurs athlètes du Maroc. Et on a un grand vivier de gamers. Merci beaucoup, Karim Moubarak, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.